Voilà. Sauf que c'est un sommet d'affaires. Il y a eu beaucoup d'investisseurs. Les États-Unis d'Amérique, c'est parmi les plus gros bailleurs mondiaux, pour ne pas dire le premier bailleur mondial. On aura les chiffres plus tard, on va faire des émissions beaucoup plus chiffrées et beaucoup plus précises. Là, je voudrais juste donner un petit coup d'œil sur un ratage monumental des autorités algériennes. Toi, tu t'entends pas avec le Maroc, bien ou bien le Maroc. Tu as un problème avec les Marocains, c'est entre toi et les Marocains. C'est entre vous et les Marocains où je te les investissements, où je te les États-Unis d'Amérique de l'Ouest. Ça s'appelle le sommet d'affaires États-Unis-Afrique. Ça ne s'appelle pas le sommet d'affaires États-Unis-Maroc. Ça s'appelle le sommet d'affaires États-Unis-Afrique. Dans l'Afrique, les Américains ont choisi de le mettre à Marrakech. Donc tu dis que tu es en guerre contre le Maroc, tu t'entends pas avec le Maroc. Et tu ne veux pas t'associer à toutes les rencontres qui s'organisent au Maroc. Le proverbe algérois, va convaincre les États-Unis d'Amérique d'organiser un autre sommet concernant l'investissement en Afrique et à Alger. Rapproche-toi des États-Unis d'Amérique. Essaye de les convaincre de miser sur l'Algérie. Il y a effectivement beaucoup d'événements internationaux qui sont organisés à Marrakech, parce qu'à Marrakech, il y a des infrastructures touristiques, il y a un environnement agréable, adapté, il y a des infrastructures, il y a des salles de conférence, il y a tout un écosystème qui favorise l'organisation et qui permet aux organisateurs des événements internationaux de s'installer et de travailler le plus agréablement possible. C'est clair que Territ, Timimoun, Janet, Alger, Oran, Tlemcen n'ont rien à envier à Marrakech. Nous avons les atouts naturels nécessaires. Nous n'avons pas l'environnement et l'écosystème. Nous avons les infrastructures, nous avons les grands hôtels, nous avons le savoir-faire, nous avons le sens de l'accueil, nous avons le marketing. Nous ne travaillons pas sur la promotion de l'image de notre pays. Mais c'est pas parce qu'un événement est organisé à Marrakech que l'Algérie doit le boycotter. Comment on va ramener les investisseurs dans notre pays alors? Comment on va ramener les investisseurs? Ou la classe, parce que le prix du baril de pétrole, là, ça ne suffira pas. Sans investissement direct étranger, aucun pays ne s'est développé. La Chine, elle est devenue aujourd'hui deuxième puissance économique et elle est en train de concurrencer les États-Unis d'Amérique parce que durant les années 80, ils ont fait une politique d'ouverture économique, ils ont commencé à encourager les investisseurs étrangers à venir à partir de la fin des années 80 et début des années 90. Et c'est comme ça, avec le savoir-faire, le transfert de savoir-faire, l'expérience acquise auprès des investisseurs étrangers que la Chine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui depuis le début des années, depuis la deuxième moitié des années 2000, à savoir une grande puissance économique. La Corée du Sud, la même chose. Samsung, Daewoo, LG, tous les grands groupes sud-coréens ont pu être créés grâce à la politique libérale économique de la Corée du Sud qui a encouragé les investissements étrangers et qui a collaboré avec les grands groupes occidentaux, notamment américains, pour que la Corée du Sud se modernise de façon rapide et extrêmement ambitieuse depuis les années 80. Warwah, Taïwan, la Malaisie, la Thaïlande, le Brésil, l'Argentine, la Turquie, l'importance des investissements directs étrangers en Turquie ont permis à l'économie turque de se moderniser. Les installations des grandes usines de Ford à Bursa, les installations des grands groupes industriels occidentaux à Istanbul et partout, à Izmir, etc. ont favorisé l'émergence des groupes locaux turcs. Pour vous donner une image, vous prenez un championnat de football, vous ramenez Messi et Ronaldo. Les joueurs les labos à Messi et Ronaldo vont apprendre, ils vont être dans un esprit de concurrence, d'émulation, et il va avoir la culture de l'effort, la culture de l'excellence, ils vont s'améliorer. Ils vont s'améliorer. Parce que le niveau, quitte la Messi et Ronaldo, le niveau, tu es obligé de faire des efforts parce que là, le niveau t'aham. C'est comme ça que les championnats, par exemple, beaucoup de championnats de football en ramenant des talents étrangers, les joueurs locaux arrivent à devenir des joueurs professionnels et on arrive à cultiver les talents locaux. Grâce à un esprit d'émulation, grâce à un esprit sur un exemple à suivre. Dès que tu veux le meilleur, quand tu travailles avec le meilleur, tu deviens le meilleur. Tu deviens brel. C'est pour le terme. Quand tu travailles avec des médiocres, tu deviens médiocre. Quand on baigne dans la médiocrité générale, on perpétue la médiocrité générale. Quand on flirte et on se frotte à l'excellence, on devient excellent et on atteint l'excellence. Ben c'est comme ça dans l'économie. Quand tu es un pays fermé, les grands groupes mondiaux, ceux qui ont de la technologie, les détenteurs de brevets, les détenteurs de technologies novatrices, les détenteurs de capitaux, s'ils ne viennent pas dans ton pays, comment tu vas te moderniser? Aucun pays au monde au XXe siècle, depuis le XXe siècle, ne s'est développé tout seul avec ses propres moyens. Marrakech.
Mais qu'est-ce un exemple? Il n'y a que le Japon au 19e siècle. Il y a quand même le Japon pour se réveiller, pour devenir un empire. À la fin d'un empire qui a, pour coloniser la moitié de l'Asie. À la fin du 19e siècle, 20e siècle, à l'époque du Meiji, ils ont envoyé l'élite japonaise et partie en Occident. Pour apprendre de l'Occident et revenir dans son pays, le bâtir et le moderniser. Il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de miracle, les jama'a. Il faut toujours apprendre des meilleurs. Il faut toujours aller vers les pays les plus développés, les pays les plus civilisés, acquérir leur expérience, leur savoir et l'adapter aux besoins de ton pays. Ça ne veut pas dire abandonner ta souveraineté, ça ne veut pas dire abdiquer dans des dossiers qui engagent les intérêts suprêmes de ton pays ou de notre État. Ça ne veut pas dire que même entre guillemets baisser le pantalon, pour reprendre l'expression algérienne. Ça ne veut rien dire. Non, ça veut dire être pragmatique. Ça veut dire profiter des opportunités de la mondialisation. Ça veut dire être intelligent. Tirer profit de tes relations stratégiques avec les grandes puissances. C'est comme ça qu'on développe son pays. Parce qu'il y a une conférence, le Maroc, Marroch. Donc je laisse les Marocains profiter. On va compte tous les investissements directs étrangers quand ils vont s'installer au Maroc. Ils vont pas aller en Algérie. Les Algériens, Hagra, lobbying marocain contre l'Algérie, alliance Israël avec le Maroc. T'as les marques le terrain vierge et tu laisses les Marocains tout prendre. Il y a un gâteau américain, tu laisses ta part pour les Marocains et les autres. Ne viens pas te plaindre après. C'est une attitude avec la politique de la chaise vide est une politique idiote. C'est l'Algérie qui devrait organiser des sommets Afrique et États-Unis. Nos relations avec les États-Unis sont historiques. Depuis l'indépendance des États-Unis en 1783 jusqu'à la crise, jusqu'à le président Kennedy, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, nous avons des relations historiques excellentes avec les États-Unis d'Amérique. Nous n'avons pas à être dans le camp de la Chine ni dans le camp des États-Unis. Nous devons être dans le camp des intérêts de l'Algérie. C'est-à-dire que celui qui est prêt à nous aider à développer notre pays, à le sécuriser, à celui qui peut, on établit des relations de gagnant-gagnant. Maintenant, il n'y a pas de sentiment dans les relations entre les États, il n'y a que des intérêts. Si il est de mon intérêt d'aller à Marrakech pour rencontrer les investisseurs,